Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Ouverture philosophique. Collection dirigée par Aline Caillet, Dominique Château, Jean-Marc Lachaud et Bruno Péquignot. Une collection d'ouvrages qui se propose d'accueillir des travaux originaux sans exclusive d'école ou de thématique. Il s'agit de favoriser la confrontation de recherches et des réflexions, qu'elles soient le fait de philosophes professionnels ou non. On n'y confondra donc pas la philosophie avec une discipline académique. Elle est réputée être le fait de tous ceux qu'habite la passion de penser, qu'ils soient professeurs de philosophie, spécialistes des sciences humaines, sociales ou naturelles, ou polisseurs de verres de lunettes astronomiques. Dernière parution. Hervé Lebeau, présence de Maurice Merleau-Ponty, 2010. Auguste Nsonsissa, Transdisciplinarité et transversalité épistémologique chez Edgar Morin, 2010. Stéphane Cala, L'acte de la perception pour une métaphysique de l'espace, 2010. Jules Bourque, L'humour et la philosophie. De Socrate à Jean-Baptiste Botul, 2010. Philippe Riviale, Heidegger, L'être en son impropriété, 2010. Sylvain Portier Fichte, philosophe du non-moi, 2010. Camilla Bevilacqua, L'espace intermédiaire ou le rêve cinématographique, 2010. Djibril Samb, Le vocabulaire des philosophes africains, 2010. Xavier Soubiri, Traité de la réalité, 2010. Marly Boulkao, Promenade brésilienne dans la poétique de Gaston Bachelard, 2010. Martin Moschell, Divertissement et consolation, essai sur la société des spectateurs, 2010. Sylvain Tousseul, Les principes de la pensée. La philosophie immanentale, 2010. Raphaël Beaudinfontainha, L'éthique de Kropotkin, 2010. Du même auteur. Existe-t-il une Europe philosophique? Soul à dire. Venville Pug, 2005. Je veux donc je peux, Plomb, 2007. Au secours j'ai peur d'aimer, en collaboration avec Monsieur Ségral, Plomb, 2007. La sincérité, ce que l'on est, ce que l'on dit, Larousse, 2008. Liquidé mai 68, Soul à dire. De Monsieur Grimpret et de Cédel-Sol, Presse de la Renaissance, 2008. La relation à l'autre, Soul à dire de Ginovicki, édition du Cendre, 2008. Lettres sincères, CNRS édition, 2010. Livre de poche. Je veux donc je peux, Pocket, 2009. Au secours j'ai peur d'aimer, en collaboration avec Monsieur Ségral, Pocket, 2009. Apparaître. Philosophe au féminin, Pensée et vie d'Edith Stein, édition de l'œuvre, 2011. Ce qui dépend de moi, ce qui ne dépend pas de moi, Albin Michel, 2011. À ma très chère Violaine G, dont l'amitié témoigne sans cesse de l'élan de sincérité. À la mémoire de mon très cher ami et maître Daniel Charles. Avertissement. L'intérêt de cet ouvrage collectif est de montrer qu'une grande diversité de questionnements philosophiques, politiques, esthétiques, morales, métaphysiques, peut être posée sous l'angle de la sincérité. On dénoncera alors le manque d'intérêt que le corpus philosophique a accordé à cette notion, à travers une petite histoire de sincérité. Il n'est pas question d'ériger une anthologie des textes ou penseurs sur le sujet, mais plutôt de mettre en évidence l'histoire de la notion, de son émergence, de sa réalisation et de son évolution. Chaque auteur contemporain, enseignant, chercheur au CNRS, jeune docteur, etc., commente librement un auteur classique et met ainsi en lumière l'enjeu, le sens et l'importance de la sincérité. Introduction. Au début du XXe siècle, on constate un regain d'intérêt pour la question de la sincérité chez de nombreux intellectuels. On ne peut que songer à Jean-Paul Sartre, l'un des plus importants penseurs sur le sujet. Dans L'être et le néant 1, il y consacre tout un chapitre et en analyse certaines caractéristiques. Mais à la même époque, on retrouve aussi Jacques Rivière dans De la sincérité envers soi-même, André Gide et son journal ou l'immoraliste, Yvon Bellaval, et Le souci de sincérité 2, jusqu'à Vladimir Jankélévitch qui va y consacrer toute une année d'enseignement à la Sorbonne en 1966, cours repris et publiés dans Les Vertus et l'Amour 3 et dans Philosophie morale 4. Dès lors,
On peut s'étonner de ce regain d'intérêt pour la sincérité à cette époque. Qu'est-ce qui a pu motiver ces auteurs à réfléchir sur cette notion? Pourquoi semble-t-elle soudainement devenir prépondérante? Pour répondre à cela, il nous faut revenir sur la définition de la sincérité. Le terme fait son apparition à peu près vers le XIIIe siècle. Deux origines latines sont privilégiées. D'une part la piste classique 5 qui est formée de sine cera, littéralement sans cire, et qui se dit à propos du miel sans cire, c'est-à-dire d'un nectar pur, clair, transparent, sans saleté ni autre matière étrangère à lui-même. Ce qui peu après est devenu synonyme de transparence, d'authenticité. La seconde piste est celle plus originale qui fait référence aux racines de simplex et de cresco, comme a pu le souligner Yves-Avril VI. Simplex établit ce qui n'est pas mélangé, ou encore ce qui est naturel, non artificiel, et cresco renvoie à l'idée de naître, pousser, ou encore s'élever. Cela nous conduit à la notion de surgissement, d'émanation ou encore de jaillissement. Nous sommes alors très proches de l'idée de naissance ou encore de résurgence, donnant à ce terme une dimension plus spirituelle, plus poétique, plus métaphysique et en tout cas bien moins pragmatique. D'où l'intérêt de réunir ces deux voies étymologiques afin d'en creuser le sens. Dès lors, on ne peut plus se contenter d'une approche commune de la sincérité qui l'assimilerait trop vite à la franchise, à la véracité ou à la vérité. La sincérité se présente d'emblée comme un miroir où il est question d'un jeu de transparence. Très vite, des synonymes tels que authenticité, pureté, transparence semblent être bien plus adéquats. Alors à nouveau on s'interroge. D'où vient que la question de la sincérité est ressurgie au XXe siècle? Il faut alors comprendre qu'à la notion de sincérité est associée celle de subjectivité. En effet, la première démarche pour être sincère est de le vouloir. Si l'on ne fait pas le choix de la sincérité, alors on est naturel, spontané ou encore peut-être naïf, mais en aucun cas sincère. La sincérité nécessite donc un choix électif avec soi-même. Or cette ouverture nous plonge dans la question du sujet, puisque seul le sujet conscient de lui-même et à l'écoute de son intériorité est capable de faire un choix, et de fait, de choisir ou non d'être sincère. Aussi, on comprend un peu mieux pourquoi cette interrogation fut actualisée au XXe siècle, époque qui accorde à l'homme et à sa subjectivité une place d'honneur. Pourtant la sincérité, comme nous l'avons évoqué avec le rappel étymologique, n'est pas une idée récente. Par ces petites histoires de sincérité, nous allons exposer différentes formes de la notion par le biais de rappels historiques. En effet, la sincérité, s'il s'agit d'un rapport de soi à soi, est présente dans l'ensemble de l'histoire de la pensée et on en retrouve la trace chez d'illustres auteurs. Pour ce faire, 4 périodes historiques ont marqué son surgissement. L'Antiquité. Les Grecs s'intéressent essentiellement à l'aletheia, la vérité 7. La question du sujet n'est pas encore une préoccupation. Et le sincère est synonyme de l'homme vrai comme chez Aristote. Dans l'Éthique à Nicomaque, il use du terme d'avekastos 8, qualité qu'il situe entre la vantardise et la réticence 9. Ou encore le terme platonicien de philaléthès, au livre 6 de la République 10, qui représente cet homme apte à recevoir une éducation philosophique. Nous sommes dans une perspective éthique, bien plus que dans un véritable souci de sincérité. Mais l'on peut noter que les stoïciens tentent une percée dans le monde de l'intériorité. Nous pensons entre autres à Marc Aurèle qui dans Penser pour moi-même y évoque l'âme comme un principe directeur, un dieu intérieur, ou encore un génie, un guide 11. Mais sa perspective s'inscrit davantage dans une recherche éthique relative au monde ordonné, dans lequel s'inscrit toute chose et non dans une perspective psychologique qui renverrait l'âme à elle-même. Le deuxième moment est celui du Moyen Âge. Cette période connaît l'avènement de l'intériorité. C'est l'époque de la chrétienté et comme le note Le Seine, c'est le christianisme qui a révélé la valeur absolue du moi humain, 12. Ce n'est qu'à partir de la réflexion sur la foi qu'apparaît la question de la sincérité, comme en atteste saint Augustin. Aussi, on peut aisément s'accorder sur le fait que c'est bien avec saint Augustin que débute la véritable exploration de la nature du jeu, de l'identité intime et subjective de l'être, de la quête abyssale de l'intériorité. On peut dire que la volonté de fonder un savoir, une connaissance de l'intériorité, date des confessions de saint Augustin. C'est aussi à ce moment précis qu'émerge la notion de singularité abordée dans son individualité propre.
C'est à ce moment que commence une vraie réflexion sur la sincérité, se distinguant de la franchise ou de la vérité. Précisons enfin que la pensée chrétienne a ouvert le champ de l'infini et ne se contente plus de présenter le monde comme seul objet de sa pensée. Désormais, l'homme aborde l'infini qui n'apparaît plus nécessairement comme une cause du désordre, mais comme une source transcendante de grâce. 13, dira encore le Cène. L'infini qui s'ouvre positivement à la pensée permet d'accéder à une métaphysique supérieure, non pas simplement au sens de la classification du livre de la physique évoqué le Metaphysica Physica Biblia, 14. Comme ce qui est au-dessus de la physis, de la nature, autrement dit du réel, mais une métaphysique qui transcende le réel et lui donne une profondeur totale, à l'image du Créateur. Un peu plus loin, le Cène poursuit, de cet infini il fait une personne triple comme doit l'être une conscience, Dieu. Voilà donc la personnalité, érigée en principe souverain du réel. De cette personnalité absolue, non seulement dérive, à la manière d'une émission créée par lui, le moi, à l'image de Dieu, mais celui-ci peut en se faisant de plus en plus semblable au Christ, incarnation humaine de Dieu, atteindre au salut éternel. 15. Pourrait-on concevoir à ce moment-là l'émergence d'une véritable métaphysique de la sincérité? Le troisième moment est celui de l'époque classique, où le subjectivisme fait clairement son apparition avec entre autres Descartes. Une nouvelle pensée de la sincérité apparaît. Et alors que Montaigne cherche à se peindre, Pascal lui répond que le moi est haïssable. À ces trois moments de l'histoire de la pensée du moi, va succéder la modernité et la contemporanéité qui remanieront, distingueront et construiront les différents aspects du moi et ce, jusqu'à la phénoménologie, et par voie de conséquence, une véritable philosophie de la sincérité va s'imposer. Ainsi, analyser la question de la sincérité et la placer au centre de toute démarche philosophique nous conduira à penser de fait la question du sujet et son évolution. Nous avons convoqué pour cela des textes classiques qui ont été confrontés à des auteurs contemporains, afin de montrer en quoi la sincérité est bien une notion philosophique à part entière et qu'elle est d'une grande importance, aujourd'hui plus que jamais. L'ouvrage se termine par quelques littérateurs, dont la plume et l'expérience qu'ils font de la nature humaine sont un précieux témoignage de l'avènement et de l'évolution de la sincérité. Elsa Godard. 1. Sincérité antique. 1. Platon. Extrait du livre 6 de la République de Platon, 485a, 487a. Au sujet du naturel des philosophes, l'accord ait été fait entre nous sur ce point, que toujours ils sont amoureux d'un savoir, qu'ils sont amoureux de cette réalité tout entière, et que nulle portion de celle-ci, ni une petite, ni une plus grande, ni une plus précieuse, ni une moins précieuse, ne soit par eux volontairement laissée de côté. Sur ce donc, voici un caractère qui suit le précédent, examine s'il est nécessaire que le possèdent, en plus dans leur naturel des hommes qui devront être de la qualité de ceux dont nous parlions. Quel est ce caractère? C'est la véracité, c'est la volonté de se refuser absolument à accueillir de bon gré le faux, à le haïr au contraire, tandis qu'on chérit la vérité. La sincérité de l'âme chez Platon. Jean-François Mattei. Université de Nice, Sophia Antipolis. Le terme français de sincérité, du latin sincerita issu de sens russe, pur, sans mélange, intègre, évoque la franchise et l'authenticité d'un témoignage comme la loyauté de la personne qui parle de bonne foi et ne cherche pas à s'abuser ou à tromper son interlocuteur. Il se situe à la convergence de deux termes grecs. D'une part aplous qui désigne aussi bien la simplicité ontologique que la pureté morale, d'autre part abseudes qui implique l'idée de sincérité et de véracité. Les deux termes se trouvent dans les dialogues platoniciens pour illustrer à la fois la simplicité des formes et la pureté des âmes qui leur sont apparentées et qui essaient de se rendre semblables à elles. Comment rester fidèle à la vérité et à l'essence des idées sans se montrer soi-même, dans les discours que l'on tient ou les actes que l'on effectue, simples et sincères. L'ensemble de l'œuvre de Platon met ainsi aux prises la vérité des idées et la véracité des pensées qui refusent de succomber à l'erreur comme de sacrifier à l'illusion. Dans l'Hippias mineur, le sophiste dépeint à un moment Achille comme le plus simple et le plus sincère des hommes, aploustatos kai aleseustatos, 364e, à la différence d'Ulysse qui serait double et trompeur. La comparaison ne manque pas de sel,
venant d'Hippias qui est un maître en matière de duplicité comme tous les sophistes, et Socrate parviendra à démasquer Hippias. Le même terme prend une dimension religieuse dans le Cratyle, grâce à son jeu d'étymologie, lorsqu'Apollon, le dieu musicien et purificateur, est nommé Apollouon, parce que son art divinatoire, sa vérité et sa sincérité Aplou, justifient le nom qu'on lui donne en Thessalie, 405 c confère 406 a. Le texte le plus précis sur la pureté morale grecque, dont la notion de sincérité moderne est issue mais sans son arrière-fond métaphysique, est celui du livre 2 de la République. En envisageant la nature démonique et divine, Socrate y reconnaît une absence totale de fausseté, abseudes, de sorte que Dieu est qualifié de simple, aplou, et de vrai, aléthès, que ce soit en action ou en parole. Il ne change jamais lui-même, demeurant absolument unique et pur, et n'abuse pas les hommes par des simulacres, des paroles ou des signes trompeurs. 382e. À son image, l'homme juste doit être qualifié de simple et généreux, aplou kai généon, République, 2, 361b, parce qu'il ne se contente pas de paraître, mais d'être véritablement un homme de bien. Le Gorgias propose une illustration cosmique de cette pureté de l'âme qui est transparente aux dieux lors du jugement dernier. Au temps de Chronos, les juges étaient des vivants venus juger d'autres vivants le jour de leur mort. Ils rendaient imparfaitement leurs arrêts parce qu'ils se laissaient impressionner par la beauté des corps ou la richesse des vêtements des prévenus. Zeus décida alors de faire juger les âmes après leur mort, dans un dépouillement total, par des juges qui seraient également morts. Ce ne seront plus des hommes visibles qui prononceront leur sentence sur d'autres hommes visibles, mais des âmes invisibles qui jugeront de la justice de leurs actions passées en examinant la sincérité et la simplicité d'autres âmes invisibles. L'invisibilité symbolise ici la pureté, la spontanéité et l'innocence des âmes demeurées fidèles à leur nature originelle. Platon fait ici usage du principe homérique de la connaissance selon lequel le semblable connaît le semblable. Les dieux étant simples et sincères, les âmes des prévenus devront être simples et sincères afin d'être reconnues pour ce qu'elles sont. Mais dans le cas du jugement dernier, le principe de similitude joue dans le domaine de l'invisible, approprié à la nature de l'âme et de l'idée qui sont des êtres ontologiquement simples. On jugera donc les morts mis à nu, chacun des juges découvrant d'un coup, Exéphne, l'âme qui lui fait face dans sa simplicité première. 523e. Zeus confie à ses trois fils, Minos, Éaque et Rhadamante, le soin de prononcer les sentences au centre d'une prairie qui rappelle le pré asphodèle de l'Odyssée. Elle est située à un carrefour d'où partent les routes qui mènent, l'une aux îles des Bienheureux, l'autre au Tartare. À ces deux routes verticales, qui creusent le ciel et la terre, s'ajoutent les deux autres routes horizontales par lesquelles les morts venus d'Asie sont jugés par Rhadamante et ceux d'Europe par Éaque. Au centre du monde, Minos remplit la fonction du juge de dernière instance qui tranche sur la destinée la plus juste à donner aux défunts. Cette exigence de simplicité et de sincérité est présente dans le Phèdre, lorsque Socrate s'interroge pour savoir s'il est un animal complexe gonflé d'orgueil, ou bien s'il est un animal plus paisible et plus simple, aplousteron, qui participe à la simplicité de la nature divine. 230a. L'image de la pureté de l'âme à l'image de la pureté de l'idée sur laquelle elle se modèle, se retrouve dans l'important passage, en 250 c, où le mythe socratique évoque les objets de l'initiation à laquelle les âmes sont vouées. 4 caractères essentiels dévoilent la pureté ontologique des formes suprêmes qui apparaissent aux âmes pures au terme de leur odyssée cosmique. Intégrité, simplicité, aplat, immutabilité, félicité. Ce qui définit en effet la nature des formes, c'est une simplicité d'origine qui renvoie à leur unité essentielle. Socrate le rappellera de nouveau plus loin. La nature des discours portant sur les objets intelligibles est non pas leur diversité, polyède, mais leur simplicité, aplou, qui convient à une âme faite toute d'une pièce. 270d. Cette double exigence de simplicité des formes et de simplicité des âmes, qui conduit la pensée du philosophe à être toujours véreis dans les conversations de la vie quotidienne, c'est-à-dire respectueuse de son unité primitive, peut prendre une coloration plus politique. Aucun art humain n'est en effet capable d'atteindre un principe supérieur dont la simplicité native convienne à toutes les cités et à toutes les époques. Il en résulte qu'il est impossible que les réalités simples, ou absolues, aplats, qui demeurent toujours égales à elles-mêmes, puissent régir entièrement ce qui échappe, dans le flux des affaires humaines, à la simplicité et à l'absolu. Politique. 294 c.
Nécessairement le monde sensible, qui est éloigné du vrai, versera dans la complexité et la confusion dont l'illusion des simulacres est la marque constante. La caverne est un lieu de duplicité dont toute unité est absente. Le second terme qui évoque la sincérité, c'est-à-dire la fidélité vouée à la vérité, est le terme d'abseude, moins présent que le premier chez Platon. Il renforce cependant la simplicité de la Ploue en soulignant pour sa part le refus déterminé de l'erreur et de la fausseté, pseudo. C'est dans la mesure où elle est simple, au même titre que les formes suprêmes, que la divinité se révèle infaillible et se refuse à tout compromis avec le faux. Dieu ne peut ainsi être que sincère, en restant fidèle à la vérité et l'être, que Socrate identifie au livre 6 de la République. Si les idées et les dieux sont à la fois simples et vrais, les hommes ne pourront qu'être sincères et véraces dans le dessein de leur ressembler et de réussir à fonder une cité d'hommes libres. Dans la cité des philosophes, le véritable artisan, dira l'étranger d'Athènes dans les lois, ne devra jamais user de son art de façon artificieuse pour tromper ses clients, car l'art techné est une activité qui inspire la confiance et n'est pas trompeuse, absodei par nature, Xi 921b. Quant à l'homme bien éduqué, celui qui peut accéder à la philosophie, il est celui dont les états d'âme, loin de se plier à des désirs complexes et excessifs, sont simples et mesurés. Aplate Kai Maitreya, République, 431c. Sa conduite raisonnable est toujours accompagnée d'intelligence et d'opinion droite, parce que c'est un homme sincère qui respecte en lui l'âme dont les dieux l'ont doté et qui est d'une pureté analogue à celle des idées. On comprend alors la légitimité du dialogue platonicien, quand il met en débat divers interlocuteurs. Qu'est-ce en effet que la sincérité du discours qui s'adresse à autrui, sinon le respect de ce qui, dans l'âme du répondant comme dans celui du dialecticien, est d'un seul tenant, simple, naturel et vrai. Jean-François Mattei. De la sincérité à la bienveillance, ou de l'efficacité, protreptique du dialogue socratique. Étienne Elmer. Université de Paris 1. La sincérité est-elle nécessairement le signe d'une intention pure, et peut-on en faire le fondement subjectif de la moralité ? Ne peut-on être sincère dans le mal, comme ces tyrans heureux évoqués par Platon qui croient au bonheur du plus injuste des hommes, qui approuvent de bonne foi une vie toute de violence et de domination ? Gorgias 471 AD. C'est ce que laisse supposer l'attitude d'un de leurs porte-paroles. Dans le Gorgias en effet, Calliclès ne se laisse pas convaincre par les arguments de Socrate. Il semble si persuadé de la vérité de sa propre position, qui affirme et vante le bonheur de l'homme injuste, que la visée protreptique du dialogue semble vouée à l'échec. Socrate ne convertira pas Calliclès à la vie bonne. Toutefois, l'attitude de ce dernier est ambiguë. Comment peut-il croire sincèrement jusqu'au bout à la position qu'il défend alors que le raisonnement de Socrate devrait lui avoir montré qu'il se trompe sur la nature du juste et de l'injuste ? Il est néanmoins difficile d'imaginer que sa sincérité soit feinte. Il adhère tellement à sa propre thèse qu'il juge inutile de poursuivre la discussion. 505 CMD. Si donc Calliclès croit sincèrement à ce qu'il soutient et que la vérité est inopérante sur lui, c'est parce que sa sincérité se fonde sur le souci de vaincre, de l'emporter sur son interlocuteur, qu'il conçoit comme un adversaire et non comme un partenaire engagé dans une recherche commune de la vérité. Il n'accepte en effet de répondre aux questions de Socrate que pour faire plaisir à Gorgias et se moque bien de ce que Socrate dit. 505c. Bref. Sa sincérité est animée d'hostilité. Elle repose sur de la malveillance à l'égard de Socrate et du type de vie qu'il représente. Car maintenant, si on t'arrêtait, toi ou quelqu'un comme toi, un tel homme, même si c'est un peu dur à dire, on a le droit de lui taper sur la tête. 486 AC. Cette malveillance qui ne dit pas ouvertement son nom, qui même se drape dans une déclaration d'amitié et de bienveillance, moi, Socrate, j'ai assez d'amitié pour toi, 485e, explique la violence sourde qui caractérise l'entretien entre Socrate et Calliclès et surtout son échec. La sincérité seule ne saurait donc être au fondement subjectif de l'attitude éthique à laquelle Socrate cherche à convertir son interlocuteur. Selon le maître de Platon, la valeur de la sincérité repose sur la bienveillance dont lui-même et son interlocuteur doivent faire preuve l'un envers l'autre et envers la vérité. Car si la sincérité n'est pas toujours bienveillante, la bienveillance, elle, implique toujours la sincérité. Elle est ainsi un principe éthique plus haut que la sincérité,
Et c'est d'elle en grande partie que dépend l'efficacité protreptique du dialogue socratique. Examinons en détail cette thèse socratique. Pour Socrate, si l'on souhaite mettre à l'épreuve comme il faut une âme pour voir si elle vit bien ou mal, il faut avoir 3 qualités, le savoir épistémé, la bienveillance, eunoia et le franc-parler, paressia, Gorgias 486-487a. Le franc-parler est à la fois véracité et sincérité, le dialogue supposant en effet qu'on dise ce qu'on pense et qu'on pense ce qu'on dit. La véracité consiste en un accord entre la pensée et son objet. La sincérité est adhésion au contenu de sa pensée. C'est un rapport de l'âme à elle-même. Aussi peut-on être sincère sans pour autant être dans le vrai. D'où le recours au savoir, c'est-à-dire à la connaissance fondée en raison. Elle se distingue de la simple opinion qui peut être vraie, mais qui ignore toujours les raisons qui la fondent. Par exemple, les hommes n'aimant rien d'autre que ce qui est bon. Banquet de Sansissa, tous cherchent ce qui est vraiment bon sans savoir toujours le distinguer de ce qu'ils croient être bon. Ils n'ont qu'une opinion sur le bien qui vient de la tradition ou des mœurs, non un savoir véritable fondé sur une connaissance rationnelle. Pourtant, si la connaissance réussissait à nous convaincre de la nature du bien réel, savoir et franc-parler suffiraient à nous détromper et à redonner à la sincérité sa valeur éthique. Or tel n'est pas le cas, comme le montre l'échec de Socrate face à Calliclès. Il faut en plus se montrer disposé à reconnaître la vérité que le dialogue a permis de trouver, et ne pas l'imputer à des manœuvres de l'interlocuteur, surtout lorsqu'elle implique la remise en cause de manières de vivre et d'idéaux tenus pour acquis. D'où la nécessité de la bienveillance, condition indispensable pour que le dialogue ne tourne pas à la polémique, à la joute héristique. La bienveillance ne suffit certes pas à rendre le dialogue moralement efficace, à lui faire jouer sa fonction protreptique. Encore faut-il que l'interlocuteur ait le goût de la recherche de la vérité et qu'il croie à ses effets pratiques. Le cas de Céphale au début de la République, dont la moralité est purement conventionnelle, le montre bien. Il apprécie Socrate, mais quoi qu'il en dise, 329 CD, et comme en témoigne le fait qu'il abandonne rapidement l'entretien 331 D, il n'est pas en mesure de se lancer dans l'investigation philosophique, qui seule peut rendre vraiment vertueux en fondant les vertus sur la raison et non sur la convention ou les passions, Phédon 68 C 69e. La bienveillance seule ne peut donc garantir l'efficacité protreptique du dialogue socratique, mais elle en est une condition nécessaire, parce que c'est d'elle dont dépend l'orientation de la sincérité vers le bien et la vertu. Aussi Socrate rappelle-t-il à maintes reprises cette exigence. Voyons par exemple dans la République son entretien avec Thrasymachus. Ce dernier est convaincu que c'est pour lui faire du mal que Socrate l'a interrogé comme il l'a fait, I 341a. Selon le sophiste en effet, l'ironie de Socrate serait une stratégie qui lui permettrait de piéger ses interlocuteurs. Feignant l'ignorance, il dissimulerait son propre savoir sous ses questions. République I 337A 340D, pour remporter la victoire dans le dialogue. Or seule la bienveillance explicite de Socrate envers ses interlocuteurs peut garantir qu'il est sincère, que son ironie n'est pas une feinte destinée à dominer dans la discussion mais l'expression d'une ignorance consciente d'elle-même et en quête de vérité. C'est pourquoi Socrate précise souvent que ses questions ne visent pas la personne de ses interlocuteurs, Gorgias 453c, 454c, mais la cohérence et la vérité de leur logo. On peut lire aussi comme un signe de bienveillance le fait que Socrate se déclare l'ami de son détracteur, République VI 498 CD. Et c'est en refusant d'être payé et en menant une vie pauvre, Apologie 19D20C, 31AC, contrairement aux sophistes, que Socrate montre en acte qu'il accorde sincèrement plus de valeur à la vérité qu'au bien-être matériel et qu'à la victoire dans le dialogue. Pourquoi donc dans le Gorgias Socrate dit-il de Calliclès qu'il possède la bienveillance, 487a? Cette affirmation figure au début de leur discussion, après la première grande intervention de Calliclès, 482 c 486d. Au début du dialogue, Socrate en est réduit au pari, et c'est ce pari même qui fait sa bienveillance. Pour que le dialogue soit possible, il doit parier sur la bienveillance de son interlocuteur.
Mais c'est une bienveillance inconditionnelle. Calliclès, comme Thrasymachus, a beau le malmener, Socrate ne s'en prend jamais à lui à titre personnel et ne renonce pas à poursuivre l'entretien. À l'inverse, à mesure que le dialogue avance, Calliclès révèle son vrai visage et sa déclaration initiale de bienveillance perd progressivement tout son sens. C'est que sa bienveillance est conditionnelle. Elle ne vaut qu'aussi longtemps que le dialogue, c'est-à-dire Socrate aux yeux de Calliclès, ne remet pas en cause son idéal de vie. Le dialogue révèle donc sa malveillance foncière, car tandis que la sincérité reste une intention que l'on peut tout au plus énoncer, la bienveillance ou la malveillance, elles, se traduisent dans les actes. En se moquant de ce que dit Socrate, et en se réfugiant dans le silence, 519 DE, 522e, Calliclès montre qu'il n'est bien disposé ni envers Socrate ni envers la vérité. On peut faire illusion sur sa sincérité ou la mettre au service d'une intention mauvaise, pas la bienveillance. C'est pourquoi c'est une disposition plus fondamentale que la sincérité, et par là, une condition et un indice plus sûr du succès de la visée réformatrice du dialogue socratique sur le plan éthique. Étienne Elmer. 2. Aristote. Extrait de l'Éthique à Nicomaque. Un homme vrai est un homme qui recherche la vérité, pareillement dans ses discours et dans ses actes ainsi que dans ses prétentions. 4.7. En ce qui concerne la vérité, celui qui garde la juste mesure est en quelque sorte un homme vrai, sa qualité est la véracité. Nommons le goût de l'exagération vantardise et celui de qui en est atteint le vantard. La tendance à se dissimuler, dissimulation est celui qui agit ainsi, dissimulé. Le 7-12. Nous ne parlons pas ici de la bonne foi dans les contrats, ni dans les matières qui se rapportent à la justice ou à l'injustice. C'est d'une autre vertu que ces choses-là doivent relever. Nous parlons des cas où aucune considération de ce genre n'offrant d'intérêt. Un homme est véridique dans ses paroles et dans sa vie parce qu'elle est disposition de son caractère. 16.4.13. Philippe Rozin. Université de Lille. Dans Éthique à Nicomaque, 1.1.2.7a-1127b, Aristote donne une définition assez relative de la sincérité. La sincérité est d'abord liée à l'acquisition d'une vertu, donc à une science pratique. Rappelons la définition canonique que donne Aristote de la science pratique. Cette science ne porte pas sur des genres de l'être, périgénos titu onto, donc des réalités autonomes qui possèdent leurs principes de mouvement et de repos. Cette science ne porte pas sur des réalités qui ne peuvent être autrement qu'elles ne sont, mais au contraire sur des réalités qui peuvent être autrement qu'elles ne sont, et dont le principe se trouve dans un sujet connaissant 17. La science pratique a pour objet l'action, non pas celle qui est posée ou passée, mais l'action à poser, donc une action à venir que doit réaliser un sujet connaissant 18. Plus largement, par rapport à la science pratique, les qualités du logo de l'individu et ses capacités cognitives engendrées par la qualité intrinsèque de sa recherche d'action vertueuse, affirment la portée d'une raison pratique sur un domaine de choix ouvert. Dans la recherche aristotélicienne des vertus pratiques, la sincérité témoigne d'une relation cognitive entre un sujet connaissant qui arbitre des motifs d'action et une vertu morale rationnelle rectrice. Elle exprime en premier lieu la relation entre la réflexivité des sentiments personnels et le sentiment partagé avec d'autres individus. Les statuts sont très différents. Dans un cas, le sentiment personnel participe de l'estime qu'un individu a de ses propres capacités. Dans l'autre, au contraire, le sentiment ressort de la manifestation de cette estime dans une relation interpersonnelle qui prend un tour rhétorique assez net. Dans ce cadre, la recherche des moyens d'action et la recherche des fins de l'action constituent une ouverture déterminante. La phronimos ou vertu de prudence enveloppe les deux types de recherche 19. Aristote distingue la vertu, qui assure la pertinence et la rectitude du but à atteindre, et la prudence, qui s'intéresse aux moyens à employer pour arriver à ce but vain. La prudence conduit à une investigation personnelle sur la recherche d'une fin de l'action morale en proportion avec la conformité réaliste des fins nécessitées à sa réalisation. 21. La sincérité n'est en elle-même jamais clairement définie dans les textes aristotéliciens hors de son cadre d'application. Nulle part, il n'est question en effet d'une détermination formelle du caractère sincère. La sincérité ne s'impose immédiatement comme une qualité constituant une forme de vertu morale atteignable pour soi.
et n'a pas la consistance normative pour se définir comme un modèle de rectitude absolue. Elle apparaît plutôt dans un raisonnement sur la balance entre vantardise et retenue, et se manifeste comme un moyen de discriminer certaines intentions de caractère, qui permettront d'identifier les motifs et l'attitude éthique d'un individu dans le champ des actions sociales. Aristote va plutôt considérer la sincérité comme un moyen de distinguer certaines attitudes morales. Ces attitudes, d'un point de vue normatif, permettent de témoigner intentionnellement de la probité de différents caractères. Un homme est considéré sincère à partir du moment où il déclare quelque chose, qu'il se positionne explicitement sur un sujet, pour lui-même, ou dans un commerce interindividuel, ou encore qu'il affirme un choix normatif en invoquant des raisons explicites qui ont réellement siège dans ses facultés cognitives, pratiques, sans être retenu par certaines arrière-pensées ou même sans exprimer d'opinion qui ne soit déterminée par des motifs sous-jacents. Ainsi, la sincérité, par nature, est liée à la recherche d'une intégrité du jugement. À ce titre, la sincérité se fonde sur un jugement personnel intègre défini soit par une disposition personnelle, soit par un processus d'éducation qui dépend de valeurs collectives ou familiales. De ce fait, la sincérité est visée comme une valeur d'intégrité du discours qui détermine un niveau de vertu particulier 22. Dès lors, la sincérité exprime une forme de mesure dans l'appréhension que le sujet a de ses propres sentiments. Pour Aristote, il s'agit d'éviter dans tous les cas un débordement entre ce que prescrirait une émotion incontrôlée et un excès de contention individuelle caractérisé par un refus pudibond d'avancer ses préférences ou ses jugements. La sincérité est à la lisière d'une affirmation personnelle contenue par des motifs de probité et de retenue individuelle, et de la nécessité d'assumer un choix rationnel qui peut être publiquement défendu. De l'avis général, alors le vantard est un homme qui s'attribue des qualités susceptibles de lui attirer de la réputation tout en ne les possédant pas, ou encore des qualités plus grandes qu'elles ne sont en réalité. Inversement, le réticent dénie les qualités qu'il possède ou les atténue. Enfin, celui qui se tient dans un juste milieu est un homme sans détour, sincère, à la fois dans sa vie et dans ses paroles, et qui reconnaît l'existence de ses qualités propres, sans y rien ajouter ni retrancher. La sincérité et la fausseté peuvent l'une et l'autre être pratiquées soit en vue d'une fin déterminée, soit sans aucun but un de ces A. Le déséquilibre que l'une ou l'autre des deux tensions mentionnées dans un caractère amène, conduit nécessairement à une césure marquante dans la délibération rationnelle, et pousse l'individu à exercer son assentiment sur des jugements normatifs faussés. Une ambiguïté subsiste néanmoins. La sincérité n'est pas la vertu d'un cœur simple. Elle relève d'une aptitude rationnelle à la recherche de mesures qui s'accompagnent d'une forme de clairvoyance, surtout lorsqu'il s'agit d'une évaluation personnelle du poids de ses sentiments, mais en même temps, elle est intrinsèquement associée à un effort de lucidité, particulièrement lorsqu'il s'agit d'évaluer des mérites comparés de soi-même et d'autrui. L'expression indirecte d'un calcul, ou d'une capacité d'anticipation des individus par délibération est, en ce sens, la condition de possibilité de la sincérité. Dans ses facultés de délibération, et donc dans ses raisons pratiques d'agir, le but pour un individu est bien de réaliser des biens dans l'action, sans nécessairement arriver à une connaissance parfaite et abstraite de ces biens 23. La sincérité est comprise initialement comme une forme de vertu normative, qui induit un comportement réglé par des attitudes spontanément orientées vers une affirmation d'une certaine forme de vérité atteignable par un sujet connaissant qui est un peu le théâtre d'un art de délibération, qui pose le concept de rationalité pratique. L'expression de la sincérité est clairement assimilée à une forme de simplicité intrinsèque. Plusieurs éléments se jouent dans la définition de la sincérité. Le sentiment n'est pas assorti d'une quelconque enflure rhétorique. Il relève au contraire d'une double retenue, d'abord sur les moyens, ensuite sur les modes d'expression et de partage des sentiments. Le sentiment de soi induit en effet une certaine sobriété naturelle, qui tendrait à la pudeur. En ce sens, la sincérité se fonde d'abord sur une estime de soi. Elle consiste à connaître avec mesure l'étendue et le contenu de dispositions personnelles qui poussent à l'action. L'expression de la sincérité ne se ramène pourtant pas unilatéralement à un sentiment sans nuance communiqué par un individu sur lui-même.
Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.